Alors, je vais quand même faire une petite introduction orale pour dire pourquoi je fais cette vidéo. Donc, lors de ma dernière hospitalisation, j'avais vu quand même beaucoup de patients attachés. Et en fait, quand j'en ai parlé à la nouvelle psychiatre que j'ai vue dans un autre secteur, elle m'a expliqué qu'en fait, la plupart des patients ne s'en souvenaient même pas et que l'autre partie remerciait les psychiatres de les avoir attachés. Et quand je lui ai dit que ça m'avait quand même... Enfin, ça me surprenait un petit peu parce que globalement, les patients que j'ai vus m'avaient pas du tout tenu ce discours-là. Et elle m'a dit que j'avais qu'à pas revenir si j'étais pas contente du service. Ce que j'ai trouvé un peu gonflé parce que ma dernière hospitalisation était une hospitalisation sous contrainte. J'ai été suivie à ce moment-là donc à l'hôpital en suivi libre. Et au moment où j'ai dit en fait à la psychiatre de l'hôpital que j'avais l'impression que je me sentais coulée et que ça n'allait pas, elle m'a fixé un rendez-vous. Et quand je suis venue au rendez-vous, y a 3 personnes en fait qui m'attendaient. Ils m'ont fait descendre d'un étage et ils m'ont fait enfermer. Et la psychiatre après a prévenu ma mère pour lui faire signer les papiers. Voilà. Alors là, c'est un extrait du documentaire Que faire des fous dangereux. Souvent besoin d'un petit sac blanc. Il contient un traitement spécial. On ne l'administre qu'à l'hôpital psychiatrique. Des contentions pour le patient qui a besoin d'être contenu parce qu'il est agité. Les contentions, ce sont des sangles. Régine les installe pour un malade qui arrive dans quelques instants. C'est un schizophrène en pleine crise. Et comme tous les schizophrènes, il a le sentiment que son corps et son esprit explosent en 1000 morceaux. Alors même si ça peut paraître étonnant, l'attacher lui fait du bien. On va essayer de faire en sorte de bien l'accueillir, surtout. C'est un moment sympa du soin, parce qu'on contient le patient, donc on le rassemble. Et on sait d'ici 24 heures, la crise aura fini. Rassembler le patient, c'est lui donner à nouveau le sentiment qu'il ne fait plus qu'un. En l'attachant, il revient plus vite dans la réalité. Ensuite, un extrait de Un an chez les fous les plus dangereux, reportage. Et donc là, je suis à 16 minutes 45. De rester longtemps à l'isolement, un patient comme lui. Ah oui, alors là, à l'isolement, ça peut durer très longtemps, hein, s'il le faut, oui, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que l'isolement, c'est pas du tout punitif. Hein. Vraiment, je tiens à le dire, parce que dans l'idée du public, chambre d'isolement, ça fait punition, pas du tout, c'est du soin intensif. Puisque ce patient, par exemple, dont on parle, là aujourd'hui, je l'ai vu plus épuisé qu'à son entrée. Et donc, l'isolement, ça leur permet évidemment de se poser et d'être moins épuisé au bout d'un moment. La chambre d'isolement est filmée 24 heures sur 24. Une façon de s'assurer que le patient ne se fait pas de mal et d'observer son état. Alors là, c'est Hôpital Cadillac, les fous les plus dangereux de France. On est à 14 minutes 20 et donc je ne sais pas si on entend très bien. Donc là, c'est un coiffeur qui est avec un patient et qui dit si tes passages attachés. Je mets l'extrait. Le passage Attaché. attaché. Voilà. Et puis en chambre. En chambre. Voilà. Les cheveux en rouge. D'accord. Merci. Qu'il est beau. C'est ma femme qui m'a appelé pour me dire que papa vient de prendre 10 ans. Avec 10 ans de plus d'interdiction de droit civique. Il est beau. C'est la relation que c'est monsieur. À la prochaine. Voilà. À la prochaine. Il est content, Karim? Content? Tenez, Karim. Tenez. Il est content, Karim? Oui. Ah oui? Regardez le monsieur là-bas. Regardez le monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que vous voyez là? Il est beau. Il est beau, Karim. Dites-le. Il est beau, Karim. Il est beau. Voilà. Karim. Il est content. Hein? Voilà. Alors en plus, j'ai fait une petite coupe, mais donc là, en plus, il lui demande de répéter après lui.
il est beau, il est content. Bon, voilà. Alors là, c'est un extrait donc, de Pièce à conviction, le documentaire Psychiatrie, le grand naufrage, à 1h11 et 20 secondes. À partir de 2014, Adrien effectue des séjours réguliers en hôpital psychiatrique et en chambre d'isolement. 134 jours en tout, d'après son dossier médical. Sa famille dénonce les conditions de la dernière mise en isolement, début 2017. L'enfermement a duré 11 jours d'affilée. Dès le premier jour, Adrien est attaché. Il s'en plaint. Essaie de négocier pour ne pas remettre la contention. Dis qu'on n'a pas le droit de lui faire ça. Crie. C'est très violent comme pratique d'être attaché. Qui est attaché? Qui on attache en France en 2019 comme ça, ou en 2017? Qui on attache? Et pour quelle raison? Dans quel but on attache les gens physiquement? Pieds, mains, tronc. C'est extrêmement violent. Règle l'énoncé comme ça, c'est choquant. Quand Adrien hurle, tape à la porte. Jusqu'à ce 1er février 2017 à 11h20. Les infirmiers constatent qu'il est en arrêt cardio-respiratoire sur strangulation avec son pyjama d'isolement. Au bout de 5 jours là-dedans, on pâte un plan, hein. Et lui, c'est au bout du 11e jour, et il s'est donc servi d'un vêtement de l'hôpital, qui est sa veste de pyjama, qui est d'une toile dure, qui lui a permis de se stranguler de cette manière à la force de ses bras. On vous donnera trop de champs d'isolement, tue. Et je trouve que c'est de la maltraitance et que donc on devient des meurtriers de cette manière. C'est tout. Adrien dit non à la vie. Adrien a dit non à l'isolement. Il est grand temps de dénoncer ces pratiques. Est-ce que les gens savent? Nous avons contacté la direction de l'hôpital où Adrien s'est suicidé. Elle n'a pas souhaité nous parler. En France, un organisme contrôle les lieux de privation de liberté, les prisons et aussi les hôpitaux psychiatriques. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, est indépendant. Il est présidé par Adeline Hazan, une ancienne magistrate. Par mission, on en désigne un pour être chef de mission. Dans la plupart des établissements, ce qu'on constate, c'est une banalisation des pratiques d'isolement et de contention. On peut parler dans ce cas de maltraitance. On peut parler en tout cas de non-respect des droits fondamentaux, voire de maltraitance dans certains cas. Voici des photographies prises lors de précédentes inspections. Voilà, là on voit effectivement une femme qui est sous contention, à qui on a libéré visiblement un bras le temps du repas, et ça veut dire qu'on va lui attacher le bras immédiatement après le repas. Donc ce sont des situations extrêmement d'abord violentes à vivre, et puis extraordinairement restrictives des droits fondamentaux, donc vraiment à n'utiliser qu'en dernier recours. On voit beaucoup de gens, nous, du coup, même jeunes, qui sont contentionnés dans une chambre, et en fait, ils ont un pistolet ou mais inaccessible, et du coup, ils sont obligés d'uriner sur eux. C'est une personne qui est contentionnée, ce qu'on appelle 5 points, c'est-à-dire pied sur menton, poing et torse. Donc vraiment qui ne peut pas bouger. Donc là aussi, il faut que ce soit très très exceptionnel et que ça dure le moins de temps possible, parce qu'il y a même des risques médicaux très importants. Ces contrôleurs ont parfois découvert des lieux indignes. Alors il existe des chambres d'isolement avec encore des seaux hygiéniques. Ben voilà. Les chaises percées. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible. Alors là, c'est abus en psychiatrie, je témoigne, où une jeune femme explique qu'en gros, elle a fait un peu un chantage au suicide à ses parents,
et qu'ils ont appelé SOS Psychiatrie qui a débarqué, SOS Psychiatrie a débarqué chez elle. Elle s'est retrouvée aux urgences psychiatriques, elle a essayé de plaider sa cause en restant calme. Et donc, visiblement, ses parents ont refusé d'écouter ce qu'elle disait et voulaient absolument la faire interner en psychiatrie. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Mes parents n'ont pas voulu retirer leur signature, leur demande d'hospitalisation. Et donc, en l'espace de très peu de temps, on m'a expliqué que j'allais être transférée dans un autre hôpital dont je dépendais, parce que c'est sectorisé. Et donc, habitant dans le 10e arrondissement, je dépendais de l'hôpital Esquirol à Charenton, dont je n'avais jamais entendu parler. Et je tombe des nues. Là, j'étais désespérée. Je n'avais absolument aucune envie de me retrouver je ne sais où, internée, quoi que qu'est-ce. Et là, donc, je me retrouve dans transfert dans une ambulance où on m'attache quand même les pieds et les mains comme un poulet. Et voilà, et me voilà à traverser Paris jusqu'à Charenton, dans cet hôpital. J'arrive de nuit. On fait un rapide inventaire de mes affaires. J'avais rien parce que j'étais sortie de chez moi. Enfin, on m'avait fait sortir de force de chez moi. J'étais habillée n'importe comment. J'avais à peine eu le temps de prendre un sac à main avec 3 affaires dedans qu'on me retire. Je n'avais pas de brosse à dents, je n'avais absolument rien du tout. Donc on me retire les quelques trucs que j'avais, mon portable, le peu que j'avais, on me le retire. On me donne un pyjama, 3 fois trop grand pour moi, une bouteille d'eau, et on m'installe dans une chambre où il y avait déjà une jeune fille qui dormait à côté. On me colle un somnifère, et voilà. J'avance un peu, donc là elle raconte la médication à l'hôpital. Et donc en fait, je n'étais plus j'étais plus prise au sérieux, quoi. C'était fini, quoi. Je pouvais plus être prise au sérieux, quoi. Et donc ça dure, quoi. Cette petite histoire commence à s'éterniser. Il des traitements de tout type sur moi, quoi, qu'on ne peut absolument pas du tout refuser. Donc on se sent très vite quand même super shooté par les médocs. C'est violent, hein. Moi au bout de 10 jours je ne pouvais plus rien voir. J'avais la vision complètement floutée, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire. Voilà, j'avais souvent du mal à m'exprimer, etc. Mais pourtant j'avais jamais perdu ma capacité de raisonner, je n'ai jamais déliré, j'ai toujours eu le même discours cohérent, j'ai toujours dit et redit que ça ne me convenait pas, que je n'étais pas bien dans le service, que j'aurais aimé être suivie en ambulatoire, que je ne refusais pas de traitement, mais que ça, c'était vraiment, je sentais que ça ne me convenait pas. C'est écrit noir sur blanc, hein, sur mon dossier. Elle pleure, elle n'est pas contente d'être là, elle ne comprend pas ce qu'elle fait ici, mais elle est coopérante. Enfin, tout ça est écrit noir sur blanc, quoi. Donc, j'ai jamais eu d'état de délire, etc. Cependant, ça commence à s'éterniser et c'est très très lourd, quoi. C'est très lourd parce que toutes les journées, les journées sont complètement vides, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune activité. Les seuls éléments qui rythment nos journées, ce sont les repas, donc le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. La prise des médicaments, et c'est tout, quoi. Après, le reste du temps, on déambule dans des couloirs, on n'a pas le droit de sortir, on est derrière des barreaux, et on ne fait que fumer des clopes avec les autres patients. Donc, au bout d'un moment donné, voilà, on crée des amitiés. Mais ça s'éternise, et à un moment donné, on est quand même assez désespéré. On passe par des phases de désespoir total en se disant, mais je suis complètement prise au piège dans ce système. Ils sont en train de me foutre en l'air complètement, quoi. Ils sont en train de me flinguer, quoi. Voilà, après on est avec quand même aussi des patients, il y en a qui sont extrêmement violents. Ça m'est arrivé de me faire taper dessus, je me suis fait piquer toutes mes affaires, et donc j'ai aussi pété des, enfin voilà, j'ai des gueulantes, etc. Je me suis retrouvée en chambre d'isolement quand même pendant 28 heures. Chambre d'isolement, c'est des pièces complètement fermées où on n'a plus aucun contact avec l'extérieur. On nous laisse avec un pyjama, une bouteille d'eau, rien, pas de musique, pas de livre, pas de revue, absolument rien.
Dans une pièce, il n'y a rien qui se passe. On peut juste taper à la porte et dire laissez-moi sortir et c'est tout. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait qu'il y en a qui sont restés une quinzaine de jours là-dedans. Donc c'est super inquiétant. On nous amène nos repas sur des plateaux repas. Enfin, on n'a plus aucun contact avec l'extérieur, communication zéro avec personne. Quoi. Aucun, ni même une infirmière, un aide-soignant. Il n'y a plus, voilà. On est seul face à nos angoisses, notre désespoir. Donc là, franchement, je ne vous mentirai pas, là j'ai vraiment, pour la première fois de ma vie, vraiment eu envie de mettre fin à mes jours. Là, pour le coup, si j'avais pu, je l'aurais fait parce que j'étais complètement désespérée. Alors, un extrait du film Dans les coulisses de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à 1 heure, 1 minute et 13 secondes. Bon, mais c'est nickel. Il y a un souci. T'as ton pantalon sous le pyjama. Le pantalon, faut l'enlever. Hein. Ça marche si tu n'as que le pyjama. Bon. Avant de mettre les chaussures, tu retires le pantalon. Je suis frileuse. C'est pas grave. D'accord? C'est grave pour moi. Tu vas me donner une couverture en plus. Mais si t'es frileuse, déjà tu sors pas dehors et fumer. Non, bah non, si t'es frileuse, tu vas pas sortir fumer. Mais si j'ai un pantalon. Ah non, non. Le truc, c'est qu'à l'intérieur, il fait bon. T'as pas besoin d'avoir toute l'épaisseur de pyjama. Et si tu veux sortir fumer, tu te les jettes dehors. Fumer, c'est pas ardu, hein. C'est parce que c'est nécessaire pour tout ça. C'est pas une punition, t'as envie de fumer. Mais tu y vas, mais dans l'état où tu es. On va pas en plus te couvrir pour que t'ailles fumer. Bah ouais, non, mais je veux pas en plus me couvrir. Bah c'est le cas. Donc, tu retires ce pantalon d'abord. Allez. Je retire mon pantalon pour que... Tu gardes que le pantalon pyjama. Le pantalon civil, tu le retires. Là, j'aurai froid. Non, non, t'auras pas froid. T'as pas de température, on a pris ta température ce matin, elle est très bien. J'aurai froid, je suis sortie déjà comme ça et j'ai froid. Mais tu fumeras plus vite et tu auras moins froid. Mais tu ne gardes pas ton pantalon civil sous le pantalon pyjama. On ne discute pas, tu l'enlèves. Non, 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 il y en a marre de discuter. D'accord? Non, ça ne discute pas. Avec toi, on ne peut pas discuter. La preuve, tu te mets en pyjama, tu essaies de faire plaisir, tu fais n'importe quoi, tu t'habilles par Tu essaies de faire plaisir. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Donc, on m'a demandé de mettre un pyjama, je vous ai mis un pyjama pour vous faire plaisir. Non, non, je t'ai dit d'enlever. C'est un patient adulte, hein, une patiente adulte. Je vous ai mis un pyjama pour vous faire Non, non, mais je t'ai dit d'enlever le truc au rouge. Arrêtez. Donc tu choisis. Chier. Ok, je vais préparer l'injection. Je vais préparer l'injection. Il n'y aura plus de soucis, tu n'iras pas fumer, on va te mettre en pyjama nous-mêmes, il n'y a plus de soucis. Allez, hop. Ok, donc là ils vont préparer l'injection parce qu'elle n'a pas voulu retirer son pantalon. Mais oui, elle a enfilé le pyjama par-dessus tout. En disant les frileuses. Tout ça pour les fumer, tu vois. Bon, je vous épargne les détails. J'ai pas compris pourquoi on fait ça. J'ai pas envie d'être ici. C'est pas comme ça que vous allez faire ici, hein. Donc ensuite, la patiente se roule en boule et il prépare les sangles pour l'attacher. Alors ensuite, je ne sais pas si on entend bien, mais ils lui disent que la contention, ça va l'aider parce qu'elle est dispersée. Et la patiente répond non, je ne suis pas dispersée. Je suis pas dispersée, c'est vous qui êtes dispersée. Bon, d'accord. Là, pour l'instant, de toute façon, vous n'arrivez pas à entendre des choses. Ne vous inquiétez pas, vos vêtements vont être mis en sécurité comme les autres. Et je pense que ça va vous permettre aussi de vous reposer un petit peu. Donc là, Justine explique ce qu'elle a fait pour pouvoir sortir de cette situation. Et bon voilà, donc ça se passe un petit peu mieux, mais encore une fois, je me dis, je ne vais jamais sortir d'ici. C'est l'enfer, quoi. Je ne savais plus quoi faire. Jusqu'à ce qu'une patiente vienne me voir en me disant, écoute Justine, tu te plantes. Moi, ça fait 30 ans que je connais la psychiatrie, que je viens, que je sors, etc. Et en fait, tu adoptes la mauvaise technique, quoi. Parce que ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est que tu les remercies, et que tu leur dises merci, ça m'a vraiment fait du bien, je me rends compte que vous aviez raison.
j'avais vraiment besoin de tout ça et voilà. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Et donc, premier rendez-vous rendez-vous suivant avec le psychiatre, donc je tiens ce discours. Alors attention, moi, dans mon esprit, je ne croyais pas du tout à ce que je disais, quoi. J'étais en train de jouer un jeu, un rôle, quoi. Donc, je me disais, voilà, merci, je me sens beaucoup mieux, je réalise que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, le traitement, la chambre d'isolement, je ne sais pas si je suis encore prête à sortir, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et là, il me regarde, il me dit, ah bah dis donc, mademoiselle, on est drôlement contents, ça se voit effectivement que vous allez quand même mieux. Écoutez, ça nous fait plaisir, quoi. Deuxième rendez-vous, pareil, ils nous disent, bon, voilà, effectivement, vous avez un discours beaucoup plus adapté. Moi, dans ma tête, je me disais, mais dans mon foiré, ils sont complètement à la ramasse de croire que je suis sincère, quoi. C'est pas possible. Mais ils me disent, bon, écoutez, vu que ça va mieux, on va faire un test, on va vous faire rentrer chez vos parents. Alors, je suis assez déçue, mais je n'ai pas retrouvé ce merveilleux reportage où un infirmier expliquait face caméra que les malades mentaux n'étaient pas comme nous et que ça pouvait paraître impressionnant, mais que en fait la contention avait un effet thérapeutique, calmant et permet de rassembler un esprit agité après avoir donc attaché une femme enceinte. Et je pense que la vidéo est assez longue maintenant, donc je vais m'arrêter ici, mais le nombre de témoignages sur la contention et l'isolement qui montrent que les patients, ça a plutôt un effet extrêmement délétère sur les patients, que ça majore l'angoisse, ça majore les délires. Luc Vigneault aussi qui est maintenant père aidant, c'est-à-dire qu'il est lui-même, il est diagnostiqué schizophrène et il est passé un peu de l'autre côté dans le sens qu'il est devenu, il aide maintenant les soignants dans leur pratique, m'a dit aussi clairement que c'est tout à fait possible de faire autrement, qu'il n'y a absolument aucune preuve que ces méthodes sont thérapeutiques et qu'en plus on peut faire autrement et que lui, avec d'autres équipes, a été tout à fait capable de faire autrement. Il y a des hôpitaux d'ailleurs qui n'utilisent pratiquement pas la contention, voire pas du tout, et qui obtiennent des résultats et qui n'ont pas plus de problèmes, ou peut-être même moins de problèmes que des hôpitaux qui utilisent beaucoup la contention, parce qu'on peut très bien aussi imaginer que ça va exacerber non seulement les symptômes des patients, mais aussi leur rancœur, leur colère. Personnellement, j'ai jamais été mise en isolement ou sous contention, mais beaucoup de patients m'en ont parlé et clairement, ça les a traumatisés. Et moi, ça m'a vraiment traumatisée d'entendre ça aussi. Donc je pense que maintenant, en 2020... il faudrait peut-être réfléchir à d'autres moyens de faire. C'est pareil, la médication, je vous ai pas passé tous les extraits, mais bon, à chaque fois, finalement, quand un patient qui n'est pas du tout agité refuse la médication orale, systématiquement, on le menace d'injection et voire de contention. Donc en fait, il n'y a absolument aucun espace de liberté et je vois beaucoup d'infirmiers qui fument et qui bouffent de la merde. Et il y a marqué « fumer tue » sur les paquets. Alors, est-ce que pour autant, on va, comme disent les infirmiers et les médecins, moi, on me disait « mais mademoiselle, c'est pour vous protéger de vous-même qu'on vous hospitalise ». Bah, peut-être qu'en fait, on devrait les attacher et retirer... mettre hors de leur vue le paquet de cigarettes pour les protéger d'eux-mêmes. Est-ce que vous arrivez à concevoir que ce serait une manière un peu violente de faire arrêter quelqu'un de fumer et que en plus ça risque de pas fonctionner sur le long terme? Voilà, ce sera ma conclusion. Je rajouterai une dernière question. Est-ce que
l'usage de la contention et de l'isolement est uniquement dû à un manque de moyens de l'hôpital. Quand j'entends un psychiatre sur YouTube légitimer et banaliser ce type de moyens en disant en somme que vous n'avez qu'à pas arrêter de votre médication et comme ça vous ne retournerez pas à l'hôpital et en gros c'est de votre faute. Et par ailleurs, critiquer les professeurs de l'éducation nationale en disant qu'ils savent pas, ils connaissent pas leur métier et que c'est pour ça qu'ils ont des problèmes d'autorité avec les élèves. Qu'est-ce que les infirmiers en psychiatrie penseraient des professeurs s'ils utilisaient les neuroleptiques et s'ils attachaient les enfants, leurs enfants, à une chaise? Et ensuite, finalement, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas toujours un risque d'abus dès qu'on a le pouvoir? Dès qu'on a un pouvoir sur des gens qui sont en état de faiblesse, qui sont enfermés, qui sont parfois dans une grande fragilité et qu'on a les moyens de la facilité. Voilà.